Salut à tous. Alors, comme vous l'avez peut-être entendu aux infos, les restaurants n'ouvriront pas leurs portes avant le 15 janvier. Il va falloir être patient et trouver de quoi s'occuper pendant ce temps. Si possible, en évitant de dépenser de l'argent, vu que l'argent risque de venir à nous manquer. Du coup, je me suis dit que j'allais m'intéresser à un sujet très en vogue en ce moment, celui des vaccins. Et tant qu'à faire, autant m'instruire un peu et vous en faire profiter. Vous savez comme moi qu'il y a aujourd'hui en France et ailleurs aussi, plus particulièrement dans les pays industrialisés, une défiance croissante à l'égard des vaccins. La crise sanitaire liée au Covid-19 et l'arrivée prochaine de plusieurs vaccins qui devraient être accueillis avec soulagement relancent paradoxalement les théories conspirationnistes relatives aux vaccins, aux laboratoires pharmaceutiques, etc. Alors afin de remettre un peu les pendules à l'heure, comme on dit, j'ai eu l'idée de chercher sur le net des infos sur la vaccination, son histoire, et ce qu'elle nous a apporté en termes de santé publique. Mon choix s'est porté assez vite sur une publication du CHU, du Centre hospitalier universitaire de Montpellier, dont vous trouverez le lien ci-dessous dans les commentaires. Pour commencer, si on s'intéresse à l'histoire du vaccin et de la vaccination, il faut parler d'une maladie très ancienne qui remonte à 10 000 ans avant Jésus-Christ, causée par un virus animal qui se serait progressivement adapté à l'homme, ce qui n'est pas sans nous rappeler quelque chose, et bien cette maladie c'est la variole. Alors, comme l'aurait dit Michel Chevalet, la variole, comment ça marche? Eh bien, après une période d'incubation de 12 à 14 jours, la variole provoquait des maux de tête, de la fièvre, une grande fatigue, des douleurs musculaires, puis une éruption sur les muqueuses de la bouche et du pharynx, puis sur le visage, les bras, le tronc et les membres inférieurs. Enfin, cette éruption évoluait avec la formation de pustules et enfin de croûtes. Pas très joli tout ça. D'autant qu'on estime qu'au XVIIIe siècle, la variole aurait causé 60 millions de morts dans le monde, et sa mortalité était alors de 15%. La première étape vers ce qui allait devenir la vaccination est une technique apparue en Chine il y a plusieurs siècles. Cette technique porte le nom de variolisation. Elle consistait à simuler une primo-infection de variole en choisissant un cas bénin, en prélevant la sérosité des pustules, c'est-à-dire le liquide à l'intérieur des pustules, et en l'inoculant à des sujets sains par scarification. Cette technique fut introduite en Europe en 1721 et connut un vrai succès. Elle présentait toutefois plusieurs inconvénients. Il pouvait parfois y avoir des surinfections et elle contribuait à entretenir la propagation du virus de la variole. À cette même époque, dans les campagnes, il arrivait que les trieuses de lait, c'est-à-dire les femmes qui treillaient les vaches, contractent une maladie des vaches appelée la vaccine. Un médecin de campagne anglais, Edward Jenner, se rendit compte que lorsque survenait une épidémie de variole, ces femmes atteintes de vaccine ne tombaient pas malades. La vaccine se manifestait par des pustules sur les mains. Jenner comprit que ces femmes étaient atteintes d'une forme atténuée de variole qui les protégeait de cette même variole quand il y avait une épidémie. Il eut donc l'idée de pratiquer l'inoculation non plus en utilisant la sérosité des pustules de patients atteints de formes bénignes de variole, mais celle des pustules de femmes atteintes de vaccine. Aussi, le 14 mai 1796, il inocula une goutte de pus de ces pustules à un enfant, James Phipps. Puis, un mois après lui avoir inoculé la vaccine, il lui injecta du pus de variole. L'enfant ne tomba pas malade. Il recommença l'expérience quelques mois plus tard avec le même succès, et confirma ainsi l'immunité. Il s'agit de la première vaccination à proprement parler. D'ailleurs, le mot vaccin trouve son origine dans vaccine, terme qui vient lui-même du latin médiéval variola vaccina, qui signifie littéralement variole de la vache. C'est en 1804 que deux chercheurs italiens, Michele Troia et Genato Balbiati, mettent en place une nouvelle méthode pour cultiver la vaccine, et le vaccin sera amélioré peu à peu. En 1888, la vaccination est rendue obligatoire dans l'armée française. Puis en 1902, c'est la vaccination avec revaccination qui devient obligatoire. En 1950, la variole avait déjà disparu de plusieurs régions du globe, et c'est finalement en 1980 que l'OMS annonce officiellement l'éradication du virus dans le monde. Pour ce qui est de Louis Pasteur, c'est lui qui développa en 1879 le premier vaccin vivant atténué, c'est-à-dire le vaccin moderne. Il s'agissait d'un vaccin contre le choléra des poules, constitué de la même souche provoquant la maladie, mais avec moins de virulence. Puis en 1881, selon le même principe,
il développa la vaccination contre le charbon des moutons. Il prit 50 moutons, en vaccina 25, puis 2 semaines plus tard, inocula aux 50 moutons des cultures virulentes du charbon. Les 25 moutons vaccinés survécurent, les 25 autres moururent. Suite à cette expérience, la même année, Pasteur énonça le principe de la vaccination comme étant des germes affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. Le vaccin contre la rage fut la première application à l'homme de ce nouveau procédé d'atténuation. Pasteur ouvrit ainsi la voie de la vaccinothérapie. Aussi, au XIXe siècle, la France était pionnière dans le domaine de la vaccination. Paradoxalement, aujourd'hui, on voit se développer au sein de la population une défiance croissante à l'égard des vaccins et toutes sortes de théories complotistes les concernant. Aussi, je terminerai cet exposé par quelques chiffres relatifs à des maladies pour lesquelles nous sommes aujourd'hui couramment vaccinés. En 1945, on compta 45 000 cas de diphtérie et 3 000 décès dus à cette maladie qui, grâce à la vaccination, disparut en 1990. Sur 200 sujets atteints de poliomyélite, on déplorait un cas de paralysie. Avant la vaccination, la polio était la première cause de paralysie infantile. Après presque 30 ans de vaccination, cette maladie disparut du continent européen. Pour ce qui est du tétanos, en France, après 80 ans de vaccination, le nombre de cas annuels est passé de plusieurs centaines à quelques cas sporadiques, moins de 20 par an, qui surviennent chez des personnes non vaccinées, dont des enfants. En 2015, dans le monde, on déplorait encore plus de 30 000 décès de nouveau-nés dus au tétanos. Quant à la rougeole, on comptait en France plus de 600 000 cas annuels avant la vaccination. De 2008 à 2017, ce chiffre n'était plus que de 24 500, dont 20 décès de personnes non vaccinées. Dans le monde, on estime qu'entre 2000 et 2016, la vaccination contre la rougeole a permis d'éviter 20 millions de morts. Revenons à la variole, maladie dont le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction de base, est de 6, c'est-à-dire qu'une personne infectée en contamine 6. Elle provoqua en France plus de 200 000 morts, de 1870 à 1871. Grâce à la vaccination, cette maladie fut entièrement éradiquée à l'échelle mondiale après 100 ans de campagne de vaccination. Tout ça pour dire quoi ? Eh bien que la vaccination fut une révolution et un progrès incontestable dans le domaine de la médecine et de la santé publique. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une épidémie d'un virus nouveau, le Covid-19, qui, comme la variole, est probablement passé de l'homme à l'animal, et qui, bien que bien moins mortel que la plupart des maladies évoquées dans cet exposé, a provoqué un chaos à l'échelle mondiale comme nous n'en avions pas connu depuis très longtemps. La mondialisation, les voyages incessants de personnes et de marchandises d'un continent à l'autre ont permis à cette maladie de se répandre comme une traînée de poudre. Les progrès de la médecine nous ont permis de vivre depuis un bon demi-siècle avec l'illusion que nous étions définitivement préservés des maladies infectieuses, si bien que notre seuil de tolérance au risque de mourir des conséquences d'une telle maladie est descendu à un niveau très bas. Par ailleurs, nous sommes devenus incapables de nous imaginer les carnages provoqués par les maladies infectieuses il n'y a pas si longtemps, avant que ne soient inventés les vaccins à la fin du XIXe siècle et découverts les antibiotiques en 1928. L'apparition du Covid-19, qui n'est pourtant pas particulièrement dangereux en termes de létalité, mais qui a le défaut d'évoluer chez certains en forme grave nécessitant une hospitalisation, parfois en réanimation, a plongé presque tous les services hospitaliers du monde dans une situation ingérable. D'autant que nous refusons aujourd'hui, et c'est bien compréhensible, de laisser mourir ceux et celles qui développent des formes graves de cette maladie. Si nos ancêtres étaient capables de faire preuve de fatalisme, ça n'est plus notre cas aujourd'hui. Paradoxalement, nous exigeons de notre système de santé de sauver tout le monde, mais nous rechignons à faire les sacrifices que nécessite cette prise en charge médicale de tous. Certes, les politiques de réduction des coûts budgétaires des dernières décennies dans le secteur public, notamment hospitalier, n'ont pas arrangé les choses. Mais que je sache, ceux qui ont mené ces politiques, nous les avons mis au pouvoir en votant pour eux. Alors que nous sommes confinés, que notre prospérité est menacée par une crise économique et sociale sans précédent, nous devrions accueillir l'annonce d'un vaccin, de plusieurs vaccins même, comme une excellente nouvelle, et la mise au point d'un nouveau type de vaccin, les vaccins ARN, ainsi que la rapidité avec laquelle les chercheurs ont réussi à les développer, devrait nous remplir d'optimisme pour l'avenir. Pas seulement en ce qui concerne le Covid-19, mais aussi d'autres maladies infectieuses connues et pour lesquelles nous n'avons toujours pas de vaccin, je pense notamment au sida, sans parler de celles qui pourraient bien apparaître dans le futur. Serions-nous devenus une génération de peureux au point que nous aurions peur de ceux-là même qui pourraient nous sauver ? Un vaccin efficace contre le Covid-19
ne permettra pas seulement de sauver des vies, mais peut-être plus encore de sauver notre économie, nos entreprises et nos emplois. Alors je pose la question, pouvons-nous raisonnablement nous priver de cette chance en rechignant à nous faire vacciner le jour où seront disponibles le ou les vaccins contre le Covid-19 ? Merci de votre attention et à bientôt.